Bonjour à tous et bienvenue à la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu cette semaine ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, merci beaucoup. On retrouve notre petite parenthèse du podcast qui fait du bien. Ça fait du bien d'avoir ce petit moment Kira entre nous avec nos auditeurs. C'est clair. Et parce que tu vois, j'ai pas été très prolifique cette semaine, bien que j'ai un jeu qui touche à sa fin. Que je suis en train de platiner, c'est Hollow Knight. Ça y est, j'ai battu ce qu'il y avait à battre et maintenant je ponce, j'affine si tu veux le platine. Tu fais les petits à côté. Voilà, exactement. C'est trop cool, j'ai vraiment hâte de vous en parler, la chronique va arriver bientôt. J'ai bien commencé même Split Fiction, que j'adore et j'aime énormément le travail de Joseph Fares, donc voilà, il n'y a pas de... Alors, j'aime bien son travail, mais j'aime pas le personnage, moi je t'avoue. Mais... Ah bah j'adore, moi franchement je suis à fond, bon, on en discutera quand on fera la chronique. Et quoi d'autre, j'ai fini la saison 2 d'une série. Dont tu vas donner le nom durant le sommaire, parce que j'ai aucun doute que tu n'as pas oublié, car ah non, c'est moi qui donne le sommaire en plus, donc voilà. Oui, c'est toi qui donne le sommaire justement, donc j'ai complètement oublié. Je le dirai tout à l'heure du coup. Et toi, ta semaine, Kira, dis-nous tout. Alors moi cette semaine, grosse semaine de taf, donc j'ai pas fait grand chose, enfin si quand même un petit peu, mais j'ai été très limité. J'ai continué Split Fiction également, qui est très cool. Je pense que j'approche de la fin à l'heure actuelle. Bravo. Donc c'est vrai que pour le coup on s'amuse bien. Je continue un petit peu Jack Ryan aussi sur mes pauses déjeuner ou le soir. J'ai rebranché ma Super NES Mini et j'ai rejoué à des jeux Super NES cette semaine. Ah, j'adore. J'avais envie de Trop faire bien. un petit peu de rétro gaming. J'ai ressorti aussi ma Neo Geo et j'ai rejoué à des jeux Neo Geo, donc j'ai fait quelques rallying guns et tout, et ouais, c'était vraiment sympatoche. Ça, c'est la passion. C'est ça. J'ai fait ça 2 soirées, c'était plutôt cool. J'ai continué toujours GTA et GTA Online pour quand je fais du solo tout seul. Et pareil, je refais du Ghost of Tsushima, j'en ai parlé la semaine dernière, et du coup je farm, je me balade, je contemple, je slow run, je prends des screens, et c'est toujours aussi cool. Donc j'ai hâte de voir Ghost of Yotei en tout. Déjà on va commencer, comment on peut te faire du bien ? Alors, pour me faire du bien, et je pense que ça y est, vous le savez, vous mettez plein d'étoiles et ça fait plaisir. Plein de commentaires aussi. Plein de commentaires. Ouais, je t'en ai envoyé beaucoup cette semaine, on en a vraiment beaucoup reçu. Donc ça fait évidemment grave plaisir. Donc sur les applications de podcast, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, je ne sais plus, mais en tout cas quand vous pouvez, faites-le. Évidemment, ça supporte beaucoup la Taverne du Gamer. Là, on est très bien référencé et c'est grâce à vous, sachez-le, vraiment. Surtout qu'on nous découvre de plus en plus grâce à des recherches sur les applications de podcast. On a encore eu des messages de personnes qui recherchaient jeux vidéo et sont tombés sur nous, et du coup ils apprécient, donc c'est plutôt cool. Bienvenue à vous d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, même si vous pouvez télécharger plusieurs applications différentes, prendre le téléphone de vos amis, votre famille pour mettre des 5 étoiles, c'est tout à fait legit, c'est autorisé. On valide totalement la manip. Et sinon vous avez le formulaire de notre site et les réseaux sociaux évidemment pour nous retrouver. Et sachez-le que ça nous donne de la force quand vous nous envoyez des petits messages. Pareil, on a préparé un petit sommaire pour cet épisode. Qu'est-ce qu'on a préparé ? Alors, nous sommes jeudi 27 le soir et il y a eu aujourd'hui le Nintendo Direct à 15h. Donc là, à chaud, vraiment, on va débriefer. Et ça tombe bien, parce qu'on n'avait pas de news. Il n'y avait pas d'actu. Il s'est passé tellement rien cette semaine qu'on n'avait pas de news. Donc, voilà. Donc on a demandé à Nintendo de faire un dernier Nintendo Direct pour la Switch 1 et ils nous ont écoutés. Ils ont accepté, Shigeru Miyamoto, merci, je lui envoie un petit SMS pour le remercier. Et un petit bisou de notre part. Et donc ça, c'est de l'actualité, il y aura assez à dire évidemment. Ensuite, on n'en a pas reparlé, mais si le planning est bien à jour, on est sur Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Exactement, tu remarqueras que je tiens le planning en ce moment, je suis rodé, mais vraiment carré. Franchement, acrobatie réalisée sans filet, donc c'était très beau. Et je finis sur une série Apple TV+, qui s'appelle Shrinking, qui est un véritable coup de cœur, donc je vais en parler avec amour. Donc ça va être une émission pleine d'amour. Très grande série d'ailleurs. Très grande série. C'est parti, on lance le générique et on débriefe le Nintendo Direct. Go.
ils ont planté le décor. On a un Nintendo Direct la semaine prochaine pour la Switch 2, donc voilà, on savait qu'on allait pas manger des miettes, mais c'était, si on veut, une sorte de Nintendo Direct pour clôturer la Switch 1, parce que évidemment les prochaines émissions tourneront autour de la Switch 2 et c'est bien normal. Et partant de ce postulat, est-ce que déjà tu avais des annonces, des souhaits, des espoirs ou des annonces que tu attendais en particulier pour ce Nintendo Direct là, ou finalement comme c'est un dernier qui va clôturer toute l'épopée Switch 1, tu t'es dit Osef, ça va être Osef, donc voilà, j'ai pas d'attente particulière. Comment tu étais, fébrile, pas fébrile, dis-nous. Alors tu me connais, hein, je suis un éternel optimiste et j'ai toujours, tu vois comment dire, je ne lâche jamais le morceau, j'ai toujours des espoirs dans la vie, donc j'espérais avoir un remaster de Wind Waker qui n'est pas arrivé bien sûr, car il n'arrive jamais, ça va être le running gag depuis 3 ans. Donc voilà, sinon au-delà de ça, non, je m'attendais à avoir du Metroid Prime, c'est ce que je voulais voir, et j'espérais avoir quelques petites surprises que j'ai eues, mais j'attendais rien de plus de particulier. Eh ben, j'étais un peu dans le même état d'esprit. Après, on se fait souvent un peu saucer par les réseaux sociaux qui... on attend du Chrono Trigger, on attend tel remake, tel machin, donc j'avoue que je m'étais un peu emballé. Mais dans les faits, bon, ils ont fait tenir quand même, je trouve, avant même de débriefer la conférence, cette Switch... Elle a quand même eu un catalogue assez solide jusqu'à la fin, et on sait qu'elle finira avec un jeu très solide. Donc on peut déjà parler de cette première très grosse annonce, hein. On commence par les plus grosses annonces. C'est Metroid Prime 4 Beyond. Donc j'ai trouvé ça vraiment très beau pour de la Switch. Encore une fois, on utilise souvent ce terme pour de la Switch, mais franchement, elle en a encore dans le ventre. J'ai trouvé une petite patte un peu pas cel shading, mais une petite direction artistique qui faisait très je sais pas comment dire, tu vois, ça donnait envie de toucher presque les décors et tout. Enfin, c'était assez vivant, ça semblait assez doux. Enfin, moi, ça m'a vraiment attiré. Enfin, je sais pas comment ils font cette petite patte graphique, mais moi, je mets ça toujours sur le crédit, Kira, tu sais, la console a des faiblesses techniques et on pallie avec un côté artistique plus travaillé, plus joli, plus soigné, plus soigneux. Ce qui limite le scintillement, l'aliasing aussi. Et ouais, et visuellement, en tout cas, ça m'a fait un véritable effet waouh, cette annonce de Metroid Prime 4, enfin ce trailer. Voilà, est-ce que t'es sur la même longueur d'onde déjà sur la partie graphique, tout ça? Alors complètement, moi j'ai surkiffé ce que j'ai vu, j'ai hâte de rentrer dans l'armure de Samus encore une fois et de faire ce nouveau Metroid. On l'attend depuis longtemps, on le voit enfin, on a vu du vrai gameplay, et la DA, comme tu dis, elle est toute douce, ça me plaît beaucoup, et il y a un côté, je sais pas, ça m'a rappelé mes vieilles sessions de jeu sur GameCube, donc vraiment un côté nostalgique, un côté doudou. Et c'est vrai que même si moi de base les FPS c'est pas ma cam, je sais que celui-ci je vais foncer Day One direct. Ouais, complètement. Surtout que bon, moi je vais pas rentrer dans Samus comme tu l'aurais fait, mais en tout cas cette planète, donc Vieros, qui est très végétal, donc c'est une jungle, hein, carrément une planète de jungle. C'est ça, déjà moi j'aime bien, tu vois, ce côté-là. C'est Pandora. Ouais, quoi. Exactement. J'allais faire le parallèle avec forcément Avatar, et je pense qu'on a été nombreux à le faire. Des ennemis plus organiques que les pirates de l'espace du 1 par exemple, donc ça j'ai trouvé ça assez cool. Toujours ce côté très drapé de mystère, parce que Samus, c'est une Indiana Jones de l'espace, hein, c'est une exploratrice, donc on peut tout scanner, etc. Ça, c'est complètement mon délire. Et ils ont rajouté des pouvoirs psychiques un peu télékinésiques même, où elle peut contrôler à distance des choses, etc. Donc même en termes de gameplay, il y a une promesse qui semble très intéressante auquel j'ai envie de me frotter. Moi, ce que j'aime bien, c'est que bon, tu sais, j'adore la couleur violette, et le violet est à la mode en ce moment dans les jeux, et c'est vrai que le jeu baigne quand même de cette ambiance un petit peu violacée dans le trailer en tout cas, et du coup, forcément, je trouve ça beaucoup plus chatoyant, et ça m'a ouais, en plus plu. Avec cette nouvelle armure qu'on a vue rouge, métallique, gris anthracite, et en effet avec un petit peu de violet. Ouais. Donc très gros coup de cœur sur cette bande-annonce, ça confirme de toute façon mon fanboyisme sur Metroid Prime, et vous avez ma chronique de Metroid Prime 1 Remastered qui doit traîner quelque part dans la taverne du gamer. Donc à consommer sans modération, hein, Kira. Sans modération, tout à fait. Ensuite, dans les grosses annonces marquantes,
Alors, c'en est une, pas pour moi, mais en tout cas, c'est Tomodachi Life. Donc, c'est... Oui, qui est très attendu par les fans d'Animal Crossing. Ouais, voilà, très attendu. C'est un petit événement et voilà, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un Animal Crossing-like, sauf que là, on remplace tout le côté animal par des Mii, en fait. Je pense que je peux le dire comme ça. Ça ressemble vraiment à des Mii. Oui, c'est ça. À la base, je crois que c'était des Mii sur les versions DS sur ces jeux de mémoire en tout cas. Est-ce que c'est un appel du pied pour la réintroduction des Mii sur la Switch 2 ? Je sais pas. Enfin, j'ai pas pu m'empêcher sur plein de points qu'on évoquera plus tard. Est-ce que c'est des appels de pied sur voilà l'éventuelle Switch 2 ? Enfin, pas l'éventuelle, elle va arriver, mais sur des nouvelles fonctionnalités. Peut-être donc le retour des Mii, je ne sais pas, mais en tout cas, Tomodachi Life, donc un Sims, en fait, on fait notre petite vie sur une île en plus, donc ça fait forcément penser au dernier Animal Crossing, avec voilà tout plein d'interactions avec les autres Mii, donc on imagine quelque chose de très communautaire entre nos avatars. Il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup, Kira, c'était sur la 3DS, c'était le pass qui était intégré dans la console. Je sais plus si tu te souviens quand tu avais ta console en mode veille et que tu croisais des gens dans la rue qui avaient aussi une 3DS en mode veille. Voir leur vie, ouais, voilà, t'avais des sortes d'interactions et tout. Et là, j'ai commencé à m'imaginer des trucs comme ça avec la Switch 2 et ce Tomodachi Life, donc à voir, mais je suis curieux sans être forcément client. J'attends de voir ce qu'il y a derrière. Je suis d'accord. Ensuite, bon, obligé d'en parler, Legend Pokémon ZA. Donc après, on en a déjà un petit peu parlé lors du Pokémon Présente qu'on a débriefé déjà. Donc on vous renvoie vers cette émission. Néanmoins, on a vu un peu plus de méga évolution. On a vu les combats. On a vu le cycle jour-nuit. Cycle jour-nuit, tout à fait, ouais, bien vu. Moi, je suis vraiment partagé avec cet épisode, alors que j'ai du mal à en parler avec plus d'entrain. Je le ferai, ça, il y a aucun doute. Mais j'ai du mal à y trouver mon compte, donc je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit durant le Pokémon Présente, mais puis ce côté un peu pari comme X et Y ne m'enchante pas tellement, donc à voir quoi. Moi je reste un peu comme j'ai dit la dernière fois, moi ce que j'ai vu me conforte, je suis chaud, j'ai hâte d'y jouer. Au contraire, le côté pari futuriste me plaît beaucoup. Le concept de jour-nuit où en journée tu te balades à des Pokémon normales et tout, et le soir t'as l'impression que c'est des combats de punk à chien dans la rue où c'est un peu le ghetto. Je trouve ça plutôt sympa et original. Bon, les méga évolutions, je suis moins fan, ça a toujours été le cas, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le faire celui-ci, donc je pense que c'est moi qui vais me coller au test. Je te le laisserai. Ça sera mon premier test Pokémon. Et juste avant, je ferai Pokémon Arceus, qui est de la saga des légendes que j'aime beaucoup, donc comme ça, on pourra faire 2 émissions coup sur coup. Ensuite, petite annonce qui m'a pour le coup vraiment très intrigué tellement qu'elle était what the fuck, donc c'est Rhythm Paradise Groove où la bande-annonce n'avait absolument aucun sens et j'ai aimé ce côté ultra décalé. Donc on arrive avec une voix en intelligence artificielle ou une voix synthétique très mal réalisée, en français, donc plutôt cool, et qui nous dit en appuyant sur la touche, je sais plus quelle touche parce que moi à part croix, carré, triangle, rond, je connais pas les boutons. Donc croix, carré, rond, et triangle, carré. Donc Parappa the Rapper pour ceux qui ne l'avaient pas. Et donc, il nous invite à appuyer en rythme, à faire sauter un petit smiley sur ses petites jambes en rythme du coup. Et donc, la promesse étant une sorte de WarioWare, donc petit lien avec la chronique de la semaine dernière, vous voyez comme nous sommes malins. Et on a tout un tas de jeux donc à rythme, court, qui s'annonce court, étonnant, donc ça c'est ce qu'ils nous disent. Et ce côté ultra frais, décalé... mini-jeu, moi ça me fait penser tout de suite à mes sessions de train ou de métro où je peux sortir ça rapidement et c'est fun. Donc écoute Kira, ça me tente, c'est prévu pour 2026, donc c'est l'annonce la plus ancienne, la plus lointaine, le plus si éloigné, ouais. Et je suis totalement client. Voilà, je le dis. Alors moi je suis pas spécialement client de ce genre de jeu, j'ai trouvé que ça avait l'air sympa et plutôt mignon, donc à voir. Donc c'est les plus grosses annonces que j'ai retenues, on parlera des annonces plus secondaires après, mais je voulais évoquer avec toi 2 choses, Kira. La première, c'est
les cartes virtuelles, les cartes de jeux virtuelles. Donc Nintendo introduit ce système où nos jeux dématérialisés seront des cartes de jeux qu'on trouvera dans les menus, donc comme des cartes qu'on insérerait, mais en fait ce sont des cartes digitales du coup, et ils introduisent le prêt de jeux digitaux, donc on pourra se prêter à l'intérieur au sein d'une famille en fait, parce qu'avec le Nintendo Switch, c'est le compte familial. Voilà, avec le Nintendo Switch famille, ils ont ce petit écosystème familial, parce que souvent les Switch, les foyers sont multi-équipés de Switch, donc on a créé notre petite famille, donc il y a le papa, la maman qui ont leur Switch OLED et les enfants qui ont leur Switch Lite par exemple, et au sein de cette famille, on pourra se prêter des jeux digitaux achetés sur un compte, mais prêter son jeu sur d'autres comptes. Donc le prêt sera valable pendant 14 jours a priori. La fonctionnalité arrive fin avril. Tiens donc, encore un appel du pied peut-être avec des futures fonctionnalités de la Switch 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé la présentation assez moyenne du coup pour la fonctionnalité, parce qu'elle est pas très facile à expliquer, je trouve. Même moi, je me sens pas très bon quand je l'explique. Mais c'est quelque chose que j'avais hâte de voir arriver, ce système de prêt de jeu, parce qu'on est souvent bloqué avec le physique. On peut prêter un jeu physique, mais en dématérialisé, on peut pas. Donc là, ils sont en train d'amener petit à petit cela sur le marché. Et ça, je trouve ça très bien. Peut-être que Nintendo donnera cette impulsion, que les autres constructeurs suivront, je ne sais pas. Mais ça, Kira, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Exactement. Moi, je suis très très optimiste là-dessus. Quand j'ai vu ça, j'ai fait un waouh, tu vois, même si c'est vrai que la présentation était un peu nébuleuse. Ce que je me dis, c'est que oui, c'est la porte ouverte à le prêt de jeu en démat, pourquoi pas. C'est vrai que Sony et Microsoft ont toujours été réfractaires à ça et sont toujours opposés à la revente de jeux dématérialisés ou au prêt de jeux dématérialisés. Possiblement, ça peut peut-être ouvrir cette porte justement, pourquoi pas la possibilité de prêter des jeux à des amis. Donc pour l'instant, c'est limité à la famille, je pense, pour des raisons pratiques, le temps que le système se mette en place, soit optimisé. Ouais, voilà. Pourquoi pas le faire à la suite? Après, c'est vrai que tu prêtes un jeu sur 14 jours, c'est quand même une très 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 bonne idée, une grande avancée dans l'ère du démat. Parce que moi, ce que j'aime pas dans le démat, c'est que déjà, je possède pas mon jeu et j'ai pas la possibilité d'en faire profiter les amis. Exactement. Et après, du coup, moi, je vais même extrapoler plus loin, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi pas, par la suite, créer un système comme une boutique en ligne qui permettrait de revendre ces jeux par la suite, donc moyennant bien sûr une marge chez les constructeurs. Mais c'est vrai que c'est souvent amené à débat. Je sais qu'à Bruxelles, ils en ont parlé il y a quelques temps, justement, en Angleterre également, parce que t'achètes un jeu et tu peux plus rien en faire, et si tu joues plus, il stagne. Et c'est vrai que forcément, les éditeurs sont pas fous, ils se disent non, ça serait un manque à gagner si les jeux entre guillemets sont vendus d'occasion, mais là je me dis que ça peut être une sacrée avancée, et c'est vraiment c'est plus une porte ouverte à ce niveau-là, c'est un boulevard quoi. Donc en tout cas j'ai envie d'être optimiste, et là-dessus je trouve que c'est le plus gros coup qu'a fait Nintendo depuis fort longtemps. Et bravo. Ouais, vraiment bravo, je suis d'accord, je suis content que ce soit Nintendo qui ait initié ça, et je me dis que finalement quand tu les vois présenter ça, tu te dis en fait c'est logique, c'était à Nintendo de le faire, et c'est un enjeu pour tous les constructeurs d'emmener les gens vers le dématérialisé, parce que ça enlève les distributeurs, magasins, etc. qui prennent une commission, donc c'est plus de rentabilité. Et en fait, je pense que ils ont le bon état d'esprit. Ils veulent emmener des gens vers le dématérialisé, ils proposent des services innovants qui emmènent vers ça. Moi, le prêt de jeu, comme toi, Kira, c'est pour ça que j'achète en physique, c'est parce que je suis content de prêter mes jeux. De faire découvrir à des amis des jeux, comme on essaye de vous faire découvrir avec nos tests ou avec la passion, là de le faire IRL, c'est quand même super bien quoi. Et là c'est vrai que ça ouvre des portes de ouf. Et surtout, je me suis dit, après je suis pas dans leur business plan, mais il faudra certainement avoir le Nintendo Switch Online, peut-être le pack additionnel pour le faire, je ne sais pas, mais c'est l'occasion aussi de vendre du service pour eux. Donc peut-être qu'ils vendront un peu moins de jeux parce qu'il y aura ce système de prêt, mais peut-être qu'ils s'y retrouveront aussi in fine sur l'abonnement. Donc en tout cas, ça va vraiment dans le bon sens, ça va dans le sens du joueur, du consommateur, et bravo Nintendo. Pour moi, c'est mon constructeur de cœur ces dernières années, devant PlayStation et devant Xbox, et là encore il le confirme, je trouve. Moi je suis vraiment très content de voir ça. Oui, puis c'est vrai que même si le démat fonctionne très très bien sur les autres machines, chez Nintendo les gens sont encore très très attachés au physique, et il y a énormément de jeux physiques qui se vendent plus que de jeux dématérialisés, donc c'est aussi une façon pour eux de les pousser vers le dématérialisé. Donc si en plus on se retrouve
retrouve avec une Switch 2 avec un plus grosse capacité de stockage, ça peut être très intéressant, quoi. Et deuxième move qui me fait adorer Nintendo, donc je suis en train de l'ouvrir sur mon téléphone pendant que je vous parle, c'est cette application, donc Nintendo Today. Tu sais qu'on ne voit pas. Oui, je sais que vous ne me voyez pas, mais je fais des gestes en plus quand je parle, donc sachez-le, je fais des gestes depuis 2 ans maintenant, presque 3 ans d'ailleurs, la taverne, je sais plus, 4 ans, je sais plus. Bref. 3 ans, je crois. Voilà, bon. Ouais, bah oui, on est sur la troisième C'est la troisième saison. Donc on aura fini 3 ans cet été. Ça fait 3 ans que je vous montre des trucs sur mon écran, que je fais des gestes et tout, que vous ne voyez jamais, forcément. Mais en tout cas, l'application Nintendo Today, qui devient un nouveau canal de communication pour Nintendo, et c'est carrément Shigeru Miyamoto en personne, donc l'illustre, qui annonce cette fonctionnalité. Ça montre à quel point elle devient majeure dans la stratégie de Nintendo, et on sait qu'il nous pousse de plus en plus vers le mobile avec Nintendo Music notamment, voilà, qui est le dernier exemple en date. Et en fait, Nintendo Today, c'est quoi ? C'est une application où il y a un calendrier où vous retrouvez les événements principaux de Nintendo, les Nintendo Direct, les sorties de jeux. Là, je vois sur le calendrier, il y a par exemple une mise à jour pour Alarmo, le réveil de Nintendo. Je sais qu'à telle date, il y avait une mise à jour pour Alarmo, donc c'est plutôt cool. Et aussi, on va retrouver des éléments très ludiques. Donc là, il y a une bande dessinée Pikmin qui dure 26 secondes à regarder, où c'est un petit gag assez cocasse. En plus, j'ai bien aimé. Il nous parle du grand orchestre de Kirby, il nous parle de Fire Emblem, la naissance de la saga, il nous parle de Zelda, de Metroid. Vous voyez, je clique sur Metroid et ça m'explique ce qu'est un Metroid, une forme de vie intergalactique. Oui, on t'entend cliquer. Enfin voilà, vous voyez rien, mais en tout cas, je suis dessus. C'est complètement ma cam, parce que moi, j'aime bien ce genre d'application où tu passes très peu de temps, mais tu as ton petit rendez-vous quotidien. Et en plus, basé sur l'histoire du jeu vidéo, ils font vivre leur licence, ils font vivre leur marque. Et ça, pour moi, c'est un coup de cœur pour aussi Nintendo. Donc bravo. Je trouve qu'ils sont illustrés grâce à Metroid dans ce Nintendo Direct, mais aussi grâce à ces 2 annonces, Nintendo Today et le prêt de jeu. Ouais, j'ai téléchargé aussi direct Nintendo Today, là je l'ai mis, je m'ai mis un widget, pour j'ai mis un widget aussi, en grand sur le côté. J'aimerais une synchronisation justement avec mon avec mon calendrier officiel, comme ça je me servirai que de celui-ci. J'ai essayé de le faire, moi j'ai pas réussi pour l'instant. Ouais, j'essaie aussi, j'ai pas réussi, ça serait top. Ça viendrait peut-être par la suite, pourquoi pas, mais en tout cas, ouais, ça sert à rien, mais c'est cool, alors j'aime bien. Je suis dans cet état d'esprit aussi, ils créent un usage, et en plus, attention, ils disent bien que ce sera un canal de communication, donc il y aura des informations exclusives dedans, peut-être des annonces de jeux, des fonctionnalités pour la Switch 2, enfin, ça va devenir un élément central. Il y aura toujours les Nintendo Direct, mais vous pourrez compter sur ce Nintendo Today pour passer des informations importantes. Là, je vois sur le calendrier, par exemple, le 20 mars, la sortie de Xenoblade et des nouvelles icônes Xenoblade disponibles dans le Nintendo Switch Online. Donc voilà, moi j'adore, je trouve ça vraiment très malin, et voilà, c'est Nintendo encore une fois qui est sur le coup. Surtout qu'au début tu peux choisir les licences que tu préfères pour avoir les alertes j'ai tout coché, moi, ces licences-là. Moi quasiment tout, j'ai pas tout coché, mais j'ai quasiment tout coché. Ah si, je crois qu'il y a que Splatoon que j'ai pas coché, c'est vraiment pas ma cam. A priori c'est un excellent jeu, attention, Splatoon je critique pas, mais c'est moi ma cam, quoi. Alors j'ai coché Splatoon, mais je crois que c'est Fire Emblem que j'ai pas j'aime beaucoup, coché. J'aime beaucoup Fire. Tiens, faudrait que j'en parle d'ailleurs un jour de Fire Emblem. Et sinon, Kira, il y a eu 30 annonces, donc là on a parlé de 4 jeux, mais il y a eu 30 annonces. Oui. Donc le remake de Dragon Quest 1 et 2 qui arrive, donc normal, ils ont publié le 3. On le savait. Voilà, on le savait. Chronologiquement, le 3 se passe avant le 1 et le 2, donc c'est pour ça que ça a été fait dans cet ordre-là. Il y a eu Raidou, le remaster d'un vieux jeu Atlus. Il y a eu plein de petits jeux un peu en mode farming, un peu en mode chill, Animal Crossing, comme Story of Seasons. Donc je passe dessus, il y a eu pas mal de choses qui vont en ce sens. Il y a eu un jeu qui m'a fait penser au jeu Picsou. Je sais pas si tu te rappelles du jeu, je sais plus comment il s'appelle, où tu faisais des petits bonds sur sa canne et tout. Donc ça s'appelle... c'était Picsou, je sais plus le nom du jeu, mais en tout cas je l'adore. Et là je l'ai toujours sur PlayStation 3. Ils ont fait un jeu un peu dans le même délire qui s'appelle Eternal Life of Goldman, rien à voir avec Jean-Jacques Goldman, mais donc voilà, heureusement. Heureusement, c'est vrai que je suis pas trop fan. En tout cas, il y a eu tout un tas d'annonces. Saga Frontier 2 Remaster. La Nintendo Switch, c'est vraiment la console
du rétro gaming, des JRPG, des remasters dans le bon et dans le mauvais sens. Après, moi, je trouve que en termes de patrimoine vidéoludique, c'est bien de les avoir. Il y a eu Patapon 1, Patapon 2, replay, donc le remaster. Enfin, voilà. On aura plein de jeux à se mettre sous la dent sur cette console qui a une fin de vie quand même, je trouve, très très honorable. Bah moi j'en ai retenu 2 en fait qui m'ont vraiment attiré. Fait de l'œil. Ouais, voilà, qui me fait de l'œil. Le premier, c'est bien sûr le jeu Marvel Cosmic Invasion, fait par les créateurs de Shredder Revenge, qui était un super bon jeu. La DA, elle est ouf, il y a plein de bons personnages et tout, on peut jouer à 6 comme l'autre, enfin c'est vraiment la suite spirituelle de Shredder Revenge, donc là, bah forcément, je vais craquer direct. Et un autre truc, alors je pensais pas que ce serait ma cam, mais j'ai trouvé la DA toute choupie, c'est Witchbrook, tu sais, un espèce de... Ouais, on peut dire un petit RPG comme ça. Un peu qui ressemble à Sea of Stars, un petit jeu de sorcières, et tout chill. Voilà, mais avec des sorcières, et ben j'ai trouvé ça super mignon à regarder et tout. Ça sort cet hiver et je pense que je vais le faire aussi. Parce que j'en ai vu en tout cas, ça m'a pas mal chatouillé. Ouais, et puis après il y avait pas mal de dates de jeux. Après il y a que Metroid où on n'a pas eu de date de sortie officielle. Mais bon, il y a de très grandes chances que ce soit un jeu du line-up de la Switch 2. Donc s'ils nous avaient donné la date, on aurait eu la date de la Switch 2, enfin je pense, donc voilà. Mais sinon, globalement, franchement, dans toutes leurs annonces, il y avait des dates, il y a du juin, juillet, enfin c'est vraiment, les timings sont là et ça fait vraiment très plaisir. Et aussi, j'ai pensé à toi, le jeu vilain, tu sais, qui met en avant les vilains de Disney, que toi, je sais que t'aimes bien Disney. Oui, alors j'ai trouvé ça très moche. Ah oui, d'accord. C'est un Shadow Drop en tout cas, je sais pas c'est quoi le modèle éco, si c'est gratuit, c'est payant, je sais pas trop, mais bon. Ça pourrait me tenter, mais ça fait vraiment animation flash et j'ai pas trouvé ça vraiment joli à regarder. Pourtant c'est pareil, hein, les méchants de Disney, moi j'aime beaucoup. Et voilà, donc si c'est gratos avec un modèle économique, faut que je vérifie, pourquoi pas essayer. Mais en tout cas, bon, ça m'a pas emballé plus que ça. Je trouvais que c'était une bonne conf. Le seul truc, c'est qu'encore une fois, 30 jeux, c'est beaucoup quand même. Ouais, ça enchaîne. J'aime bien quand il y en a moins, et bon, je le dis toujours, mais que ce soit plus épuré et qu'on s'attarde plus sur les jeux. En tout cas, ça prouve quand même que pour cette fin de vie, bah, la Switch, on est encore sous le capot, quoi. Ouais, ils sont pas moqués de nous, Nintendo, franchement. Beau gosse. Donc, on a terminé le débrief du Nintendo Direct. Heureusement qu'il était là. On va attaquer directement à un autre gros morceau. On va parler enfin, du moins, je vais parler de Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Donc oui, le titre est assez long. Première fois que je teste un jeu Like a Dragon à la taverne, alors que je suis malgré ton amour que je suis fan, mais ça a toujours été un très gros morceau pour moi, tu sais, qui m'a un peu intimidé, tu vois. Donc là, je me suis dit, vu que cet épisode est très particulier, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Donc voilà, je vais me lancer juste après la petite musique que je vous ai sélectionnée. Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, donc je vais plus l'appeler comme ça pendant toute l'émission parce que ça risque d'être un peu long, nous entraîne dans une aventure où l'action se déroule sur l'archipel d'Hawaï avec comme point central la ville d'Honolulu. L'histoire suit Goro, aka le chien fou de Shimano, un ancien Yakuza amnésique qui cherche à trouver un fabuleux trésor. Classique pour une aventure de pirate. Mais c'est ce qu'on veut. Enfin, moi, je m'attendais pas, je connaissais pas le pitch, je m'attendais pas à autre chose, je t'avoue. Mais c'est exactement ce que je veux, tout à fait. Donc, le scénario mélange des éléments classiques de la série Yakuza, donc intrigue criminelle, honneur, trahison, à une atmosphère très orientée vers la piraterie et les thèmes qui y sont liés. Ce contexte, bien que radicalement différent, reste fidèle aux racines de la franchise. Pour les nouveaux joueurs, ce spin-off offre même une porte d'entrée idéale dans cet univers très très riche et complexe, sans qu'il soit nécessaire de connaître les épisodes précédents. Donc si je peux vous donner un conseil et que vous voulez tenter du Yakuza, bah vous pouvez tenter par cet épisode. Voilà, c'est un bon point d'entrée, tu dirais. C'est une belle porte d'entrée. Ouais, okay. L'un des aspects qui change le plus, c'est l'exploration de l'archipel d'Hawaï en bateau à la manière d'un Assassin's Creed Black Flag. Donc on a les plages, les jungles, les grottes, on a des ports animés, les fameuses rues d'Honolulu déjà vues dans Infinite Race, donc le précédent Like a Dragon. Ça offre on va dire un monde ouvert très vaste, très varié. On peut naviguer entre ces différentes îles à bord d'un galion personnalisable, et d'ailleurs on peut faire des trucs vraiment très cool ou des trucs
extrêmement dégueulasse, donc on a vraiment possibilité de s'amuser. Ce qui sert à la fois de moyen de transport et de base d'opération, donc c'est notre petit bureau qui est à l'intérieur, et ce qui va nous permettre de créer des liens affectifs avec nos membres d'équipage. Les quêtes principales donc nous plongent dans un récit fun et vraiment addictif. Donc on se retrouve dans une histoire somme toute classique de piraterie et de la saga Yakuza, mais avec vraiment cette petite touche qu'a la série sur ce côté très comment dire, qui fait très vrai, tu sais, même si c'est très grand guignol, ça part dans tous les sens, on se retrouve vraiment avec des moments où ça peut nous tirer la larme à l'œil, on peut éclater de rire, vraiment on passe du rire aux larmes d'une scène à une autre, et ça c'est vraiment la force de la saga Yakuza, que je ne pensais pas forcément retrouver dans cet épisode, et que j'ai malgré tout retrouvé dans cet épisode. C'est vrai que la série Yakuza, pour moi, c'est une série qui se rapproche énormément de Shenmue dans ses codes et sa construction. Et justement, comme je sais que toi, Shenmue, c'est un jeu, un de mes jeux de cœur énorme. Je suis pas étonné de te retrouver sur cette saga qui en a pris, en tout cas, je trouve, les codes. Et ce côté très intimiste, très vrai, pour moi, c'est ce qui fait tout le charme de Shenmue. C'est ça, c'est vraiment l'ADN de Shenmue, et d'ailleurs le papa de Shenmue avait travaillé avec le papa des Yakuza, ce qui fait que les jeux se ressemblent autant, en tout cas dans ces mécaniques. Ce jeu ajoute en plus les fameuses batailles maritimes, donc c'est un élément inédit pour la franchise, ça ajoute un vrai vent frais à cette saga, ce que nous perdons quand même en émotion, parce que c'est quand même un petit peu moins, surtout quand tu vois le dernier Like a Dragon, où là, niveau émotion, t'en prends plein la poire, donc là c'est plus frais, plus léger, mais on va surtout le gagner en fun. Ces séquences mettent en avant donc des combats intenses et spectaculaires, très proches de Black Flag, avec un système, plus arcade dans la navigation du bateau. Donc déjà, quand tu vas avancer avec ton bateau sur la map, tu vas avoir des espèces de cercles, donc t'es pas obligé de les prendre, mais si tu les prends, ça te permet d'avoir un boost et d'aller un petit peu plus vite. Donc ça, c'est pas très esthétique, mais l'intérêt surtout, c'est quand tu vas arriver dans les zones de combat, où tu peux avoir plusieurs bateaux ennemis qui vont arriver, donc qui vont avoir la possibilité de tirer à l'avant avec des mitraillettes, ils peuvent balancer des barils enflammés à l'arrière, et sur les côtés, ils vont pouvoir envoyer des boulets de canon. Et on va pouvoir justement se battre contre ces bateaux, donc en envoyant toute notre artillerie. Une fois que le bateau est quasiment coulé, en fait, là on part à l'abordage et on se retrouve dans un système de combat sur le bateau. Au tour par tour, qui nous permet justement. Non, c'est en direct comme les anciens Yakuza. Okay. Donc c'est du combat très dynamique, très péchu, donc on va se battre sur le ponton du bateau, on peut s'accrocher avec notre grappin sur les mâts, en fait, ce qui nous permettra de faire des trucs de fou. On va avoir des buffs, par exemple, alors pas l'animal, mais des buffs qui nous permettront de... Alors bien qu'il y a des animaux aussi, dedans j'ai une écrevisse qui m'accompagne, par exemple, mais des buffs où tu appuies sur la flèche du haut, en fait, et en fait ton perso va faire une espèce de cri de ralliement, ce qui peut nous donner des bonus offensifs ou défensifs, en fait, pendant le combat. Et cette jauge qui permet justement d'activer ce fameux bonus s'accumule en fonction des victoires qu'on a face aux ennemis directement. Donc ça nous oblige à la jouer stratégique. Ok, mais c'est vrai que moi depuis le 7, le Like a Dragon, je sais plus c'était quoi son nom, le Like a Dragon, j'ai toujours le sentiment que c'est des jeux en tour par tour maintenant, mais non, là du coup t'es plus sur une sorte de beat'em up. C'est ça, un peu frénétique du coup de ce que j'entends, et t'as les armes genre pirate, t'as un crochet, un sabre, un mousquet. Tu te bats avec deux épées de pirate. J'adore. Tu vas avoir un espèce de pistolet de pirate également, un grappin crochet qui peut te servir pour t'accrocher en hauteur, donc j'expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais c'est vrai, comme tu le disais, la série Like a Dragon maintenant, donc la série canonique, c'est du combat au tour par tour en fait, donc ça a été justifié dans le scénario, l'inspiration Dragon Quest. Par contre, tout ce qui est spin-off, donc Like a Dragon Gaiden, on a Ishin, où on a les deux Judgment, ou celui-ci, là on est sur du combat en temps réel en fait. Donc les batailles maritimes sont vraiment excellentes, et on se retrouve avec des systèmes de boss et d'ennemis qui peuvent être beaucoup plus puissants que nous, ce qui va nous permettre d'améliorer au fur et à mesure notre bateau avec l'argent qu'on va trouver ou les matériaux, et on peut se retrouver donc soit avec des canons classiques ou des trucs plus loufoques comme des lance-flammes, des canons laser, ça part vraiment dans tous les sens. Yakuza quoi.
Exactement, tout à fait. Comme dans tout bon Like a Dragon, le titre est rempli de quêtes secondaires et cet opus ne fait pas exception. Sur l'archipel, on va trouver des missions très loufoques, des missions émouvantes ou même tout simplement divertissantes. J'ai donné quelques exemples, donc on peut organiser un remake de l'émission Bachelor pour un ami. On va aider donc cette personne à trouver l'amour, si tu veux, et ces scènes-là sont filmées en FMV avec de vrais acteurs, donc c'est plutôt hilarant. Une autre personne, on doit trouver la recette parfaite de son tacos. On peut aussi trouver une mission, on doit aider un homme statue à se faire respecter. Donc ces quêtes offrent toujours une belle palette d'émotions, allant du comique absurde ou à des moments profondément humains. C'est vraiment fidèle à la franchise. Et encore une fois, on peut se perdre des heures et des heures dans ces petites quêtes-là qui sont toutes scénarisées et qui donnent l'impression de vivre dans cet archipel. Les mini-jeux donc sont toujours présents et variés, ça enrichit toujours l'expérience comme dans tous les jeux Like a Dragon. Je m'y suis perdu corps et âme, hein. Donc on va avoir le Coliseum de Capitaine, donc c'est situé dans une arène flottante près d'un port de pirates. On va pouvoir se mesurer à d'autres équipages, donc bien sûr c'est du PVE, hein. Et en fait on va donc devoir justement se battre contre ces bateaux de différentes manières. Donc on peut avoir des flammes sur l'eau par exemple, le bateau peut être blindé, on peut avoir un bateau qui tire que sur les côtés, enfin il y a pas mal de petites choses qui font que ça augmente la difficulté ou ça ajoute des défis supplémentaires, donc c'est très addictif. On va avoir également du karting à la Mario Kart, donc ça c'est excellent, du baseball, la livraison de nourriture en vélo façon Uber. Ok. Ou Deliveroo, je vais citer deux marques. On a le fameux karaoké, j'ai passé des heures à faire du karaoké pour avoir des rangs S sur la plupart des chansons, la salle d'arcade toujours, la Master System, on peut également faire la cuisine, donc on va devoir avoir un mini-jeu de cuisine. Grâce à ça, on va pouvoir créer des plats, et avec ces plats-là, on peut inviter des membres d'équipage pour faire un espèce de banquet, en fait, et augmenter leur jauge d'XP. Donc c'est plutôt marrant, parce que tu vas les inviter à la table du capitaine, ils vont se faire un petit repas, ils vont discuter et tout. Après, tu peux faire une tournée générale sur le pont, donc on a vraiment l'impression d'être le capitaine de ce bateau, quoi. Ouais, c'est ça qui est ouf dans les Yakuza, c'est qu'il y a un soin immense apporté aux mini-jeux. C'est des jeux dans le jeu, tu vois, même quand on dit mini-jeux, presque, tu vois, on fait fausse route, quoi, oui. Mais c'est assez fou cette profondeur de gameplay au travers de tous les mini-jeux, et ça c'est ce que souvent on aime, en tout cas dans les Yakuza. C'est s'y perdre. Exactement. Justement, l'autre gros morceau du jeu, en parlant de l'équipage, c'est la gestion de ce fameux équipage qui est essentiel pour progresser dans l'aventure. Donc les membres de cette équipe peuvent être recrutés à travers différentes zones comme Honolulu, Madlantis, ou même en faisant des défis et des missions secondaires. Chaque membre a des compétences spécifiques et des niveaux, donc ils peuvent varier de 1 à 20 pour les plus faibles et jusqu'à 40 pour les plus forts, ce qui influence leur efficacité en combat. À côté de ça, on a un système d'XP qui permet de faire progresser les membres de l'équipage, augmentant ainsi la puissance et surtout leur utilité, en particulier pour ceux de rareté supérieure. L'XP peut être obtenu en accomplissant des missions variées, en engageant des combats sur les mers ou même dans des donjons. On a un système de donjons aussi, où on va avancer sur des plages ou dans des grottes, et on va avancer de zone en zone, et à la fin on aura un trésor, et l'équipage qui t'accompagne, que tu peux choisir jusqu'à 4 personnes avec toi sur les missions à terre, et eux prendront de l'XP, ce qui peut aussi nous aider et leur débloquer des nouveaux coups. On peut sélectionner, comme je disais, jusqu'à 4 membres pour nous accompagner à terre, mais ils ont un système de code couleur. Tu sais, t'as le code vert, tu vas avoir du rouge, tu vas avoir du violet, tu vas avoir du bleu. Donc il y en a qui vont être plus forts pour la défense, d'autres qui vont être en combat à distance. On va avoir les tanks, on va avoir les soigneurs. Donc c'est aussi à nous de créer la meilleure combinaison possible pour nous accompagner sur Terre, mais également pendant les combats en bateau. C'est-à-dire il va falloir attribuer nos membres d'équipage aux différents endroits du bateau, donc pour pouvoir tirer les mettre des postes, donc avec un système de notation, voilà, c'est ça, A, B, C et S, et également pour les équipes d'abordage. Donc on peut avoir jusqu'à 3 ou 4 équipes, je sais plus, 3 ou 4 équipes d'abordage, et c'est pareil, ça va être à nous d'organiser, parce que si on met que des bourrins, par exemple des tanks, ils vont tous partir au front sur les ennemis qu'il va y avoir dans le bateau, mais à côté, s'il y a personne pour les soigner ou personne pour faire un système de DPS derrière, en fait, et ils peuvent se faire éclater assez rapidement. Donc c'est à nous vraiment de gérer. Groupe, voilà. Ouais.
tel ou tel personnage. Donc si tu récupères un nouveau personnage et tu vois que ce personnage a du potentiel, il va avoir d'XP de retard par rapport aux autres. Donc tu vas faire des petites missions avec lui, tu vas lui acheter des cadeaux, tu vas l'inviter à ta table pour qu'il gagne de l'expérience et rattraper le retard, ce qui permettra justement d'avancer dans ces fameux combats. Il est essentiel aussi, ça je l'ai dit tout à l'heure, d'assigner chaque membre à des rôles spécifiques, mais on a aussi les rôles du capitaine. Et le capitaine, donc ça c'est nous, on va avoir notre second qu'on peut mettre qui va être dans le bateau pour nous accompagner, mais également pour les parties abordage, on va créer 4 équipes, et donc c'est bien de mettre un personnage en tête de chaque équipe. Et c'est ces personnages-là qui vont te donner des bonus en combat, justement. Ok, des sortes de leaders un peu, du coup. C'est un peu des sortes de leaders, donc ils sont pas sur le terrain si tu veux, mais quand ta barre va être rechargée, ça va cumuler les bonus de ces 3 ou 4 personnages avec le tien. Donc c'est là que tu te retrouves avec un bonus de défense pendant 50 secondes, un bonus d'attaque doublé ou des choses comme ça, et donc si tu mets les bonnes combinaisons, ça te permet d'augmenter considérablement ta force de frappe. Donc on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure. On est sur un système de combat en temps réel comme les anciens jeux, donc je vais pas vous redétailler les différents spin-offs. Il y a 2 postures de combat qui sont dispo, donc avec un changement à la volée en appuyant sur la flèche. On a la posture du chien fou, donc c'est un style agressif et rapide. Cette posture met l'accent sur les attaques rapides et imprévisibles. Donc il est habillé en version tous les jours, donc moi je l'ai mis dans une chemise hawaïenne avec un short et des claquettes. Enfin j'ai pas mis des claquettes, j'ai mis des crocs, c'est encore plus dégueulasse. Et on a également la posture du chien de mer, donc là c'est beaucoup plus bourrin, donc c'est idéal pour les combats de groupe contre des ennemis très puissants, et c'est là qu'on se retrouve avec sa tenue de corsaire, tu vois, avec sa tenue de pirate, avec le fameux tricorne, avec les 2 épées. On va également avoir des pouvoirs qu'on va débloquer spécifiques à chaque posture. Donc par exemple sur la posture principale, on peut faire un peu comme dans Naruto, tu sais, du multiclonage, et on peut envoyer plusieurs ombres qui vont attaquer avec nous. Mais on va trouver également alors il y en a 4 au total dans le jeu, des instruments maudits en fait, et quand on va l'utiliser, donc sa barre de coup spécial, on peut invoquer une créature maudite qui va nous aider en combat. Donc on a par exemple le violon, quand tu l'utilises, ça fait venir un espèce de gros requin qui va bouffer tout ce qu'il y a sur la map. Donc c'est pareil, ça peut inverser totalement l'ambiance du combat. L'issue d'un combat, ouais, c'est un peu les invocations des Final Fantasy, quoi. C'est vraiment un jeu qui pioche un peu partout. C'est exactement ça, tout à fait. En plus classe, parce que tout le monde sait que Final Fantasy, ça ne l'est pas. Néanmoins, ce Pirate Yakuza souffre de limitations techniques très 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 visibles, soyons honnêtes même. Si ce cadre tropical est visuellement attrayant de par sa direction artistique, les graphismes ne sont pas du tout à la hauteur des standards actuels, et le moteur accuse quand même salement son âge. Certaines textures sont floues, ça manque de détails, surtout sur les environnements éloignés. L'aliasing est omniprésent, j'avais l'impression de voyager dans le temps, c'était incroyable, sans parler de la gestion des contrastes qui laisse à désirer. De plus, les batailles navales, bien qu'innovantes pour la saga, sont parfois gâchées par une technique proche de la PS3, mais quand je dis PS3, c'est pas pour troller, ça peut être vraiment dégueulasse par moment, et j'espère que Ryoga Gotoku va changer la donne sur leur prochain titre. J'espère, tu sais, leur fameux Project Century en tout cas, parce que là le moteur graphique, autant quand t'es dans des zones en ville ou quoi que ce soit, que c'est très joli, mais dès que t'arrives dans le monde ouvert, tu voyages 20 ans en arrière, quoi. Dommage. Pour conclure, malgré ses défauts techniques, Like a Dragon Pirate Yakuza offre une aventure profondément immersive dans une ambiance inédite pour la franchise. L'équilibre entre l'ambiance moderne et l'archipel hawaïenne, les batailles navales, l'ambiance pirate et l'humour fait toujours mouche. Des quêtes secondaires prouvent encore une fois que Ryoga Gotoku en possède encore sous le capot. Je suis fan de cette franchise, et là où je pouvais craindre une certaine lassitude, il n'en est rien. La saga se renouvelle constamment, et c'est l'une des seules à te faire passer du rire aux larmes en 2 minutes montre en main, mais vraiment en 2 minutes. Goro Majima est un personnage que j'ai adoré incarner. Ça a été un personnage secondaire pendant toute la saga Yakuza, sauf dans le 4 où tu peux jouer un petit peu, mais je suis pas sûr, ça fait vraiment longtemps. Un personnage assez en couleur, complètement barré, on l'appelle le chien fou de Shimano, c'est pas pour rien. Et il est à la fois droit et touchant, et surtout très différent du noble Kiryu ou de l'optimiste Ichiban. À la tête de sa nouvelle famille, je me suis jamais ennuyé, même si, et ça fait partie de la saga, c'est peut-être un peu trop verbeux par moment. Donc c'est vraiment un jeu que je vous recommande si vous avez l'occasion. C'est fun, c'est débridé. Vous allez, pour peu que vous adhérez à la proposition, à l'aspect verbeux,
vous allez vraiment vous faire embarquer. Ça a l'air d'être pour un spin-off ou un jeu satellite quand même. Quelque chose d'ambitieux, chiadé, juste dommage pour la partie technique, comme tu le dis, qui peut enlever un petit peu d'immersion, j'imagine, par moment. Mais ça fait surtout que le jeu a été développé en 1 an. Bon, il récupère beaucoup d'assets des anciens jeux, bien sûr. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'ils conservent leur moteur graphique, parce qu'ils peuvent développer très rapidement. C'est vrai qu'ils le connaissent maintenant. Et ça, c'est dommage. Et j'espère vraiment que les prochains jeux vont avoir cette update graphique, parce que moi, tu me connais, l'aspect graphique, ça me gêne pas. Mais par moment, je t'avoue, quand j'étais en mer, je me dis wow, Black Flag c'est quand même plus joli. Du coup j'ai relancé Black Flag pour voir, et c'est vrai que Black Flag c'est quand même plus joli. Donc c'est sur un jeu PS5, bon ça fout mal. Tiens, en parlant de PS5, il est dispo en boîte sur PS5 uniquement. Pour la version Xbox c'est que en dématérialisé, donc je l'ai acheté sur PlayStation 5. Donc si jamais vous êtes comme moi un adepte du physique, ça sera uniquement sur cette version que vous allez le trouver en tout cas. Ainsi se termine ma chronique de Like a Dragon. J'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps, mais j'ai voulu faire concis parce que sinon on m'arrête plus. Toi, tu vas nous parler d'une série Apple TV Plus qui t'a beaucoup plu, une série que je connais également. J'ai pas vu la dernière saison, mais qui me plaît également beaucoup. Donc, à ton tour, on t'écoute. Et oui, donc Shrinking, une série Apple TV+, donc une fois n'est pas coutume, très bonne série, enfin très bonne plateforme en tout cas. Donc Shrinking qui s'appelle au Québec Thérapie Vérité, donc ça m'a fait un peu rire, et comme je sais que nous sommes écoutés là-bas, cherchez pas Shrinking sur Apple TV+, vous ne l'aurez pas. Donc c'est une série américaine réalisée par James Ponsoldt, que je ne connais pas, mais je connais un co-scénariste qui s'appelle Bill Lawrence. Enfin, je connais pas personnellement, mais je connais d'autres de ses œuvres que j'expliquerai, je ferai un parallèle un peu plus tard. Donc ça a été diffusé pour la première fois en janvier 2023, et c'est à l'occasion de la saison 2 que je viens de terminer que je fais cette chronique. Donc sans spoil évidemment comme d'habitude, et c'est une série, une comédie dramatique comme il y en a beaucoup, sauf que celle-ci elle a quelque chose en plus, et nous verrons Harrison Ford notamment, mais j'ai une préférence pour l'autre acteur principal que je nommerai tout à l'heure. Et petit big up aussi à mon ami Mehdi qui me l'a fait découvrir cette série, parce que je savais même pas qu'elle existait. Pourtant je ponce pas mal le catalogue Apple TV+. Et petit peu de musique et on attaque. These days I've been barely holding on, climbing the walls every dusk till dawn, fearing the future. Donc Shrinking, je vais presque un petit peu te paraphraser quand tu parlais de ton jeu Yakuza qui faisait passer du rire aux larmes en 2 secondes. Et Shrinking c'est un petit peu ça, c'est une histoire très touchante, pleine d'humanité, c'est une histoire qui fait vrai. Et le propos, donc on suit Jimmy, donc qui est un psychothérapeute. Sauf que malheureusement, il est en total roue libre et en dérapage émotionnel suite à une tragédie personnelle. Donc il a perdu sa femme, ça on peut le dire. C'est pas un mec normal en 2025. Un mec, je ne sais pas, mais en tout cas un mec dans la détresse, le pauvre. Sauf qu'un psychothérapeute qui est dans la détresse, déjà ça fait C'est tendu. Et puis c'est un petit peu cocasse quand même sur l'approche. On s'attend pas forcément à avoir un psychothérapeute déjà comme héros d'une série, et en plus il va se réfugier dans le travail en bouleversant un petit peu les codes de la profession, en ayant une approche plus brutale, plus directe avec ses patients. Si on dit patient d'ailleurs, je ne sais pas. Quand je dis brutal, il ne les tape pas, mais il est davantage intrusif dans leur vie, quitte à la sortie de la séance, aller emmener un gars... un vétéran de guerre faire du MMA ou partager une glace. Enfin voilà, ça sort vraiment du cadre classique des consultations de psychanalystes. Et dans ce cabinet, ils sont 3, donc qui ont tous les 3 un petit peu leur croix à mener, et on se retrouve avec une série, donc je l'ai dit, très cocasse, pleine d'humour,
avec la gestion du coup de sujets très lourds comme le deuil, je l'ai dit, la reconstruction et aussi la santé, bien sûr, parce qu'on est dans le domaine médical. Et qu'est-ce qui donne autant de corps, autant de panache, de splendeur à cette série? C'est pour moi Jason Segel, pas Steven Seagal. Voilà, je doutais que t'allais la faire. J'étais obligé de la faire. Qui joue dans How I Met Your Mother. Exactement. Donc il s'est fait connaître en effet dans How I Met Your Mother, mais en fait je trouve il fait vraiment la série. Après, il est très bien accompagné. Je parlerai des autres acteurs, l'éléphant au milieu de la pièce, comme on dit. Mais en tout cas, cet acteur, il a une profondeur. Je trouve, il transmet ses émotions. Il est, je le trouve extrêmement touchant avec justement un jeu qui est aussi entre l'humour, un peu absurde parfois, et c'est l'humour que j'aime bien. Et en même temps, il se montre incroyablement vulnérable dans certaines scènes. Et ben en fait, il est vrai. Pour moi, il a un jeu d'acteur parfait. C'est un des meilleurs acteurs de séries télé que j'ai vu ces derniers temps. Et son jeu vraiment m'a bouleversé à tel point que tu vois. Je trouve que tu développes une certaine intimité avec ces personnages, avec son personnage qui est très touchant. Et je l'ai dit, donc il est très bien accompagné. Harrison Ford. Voilà. Il y a Harrison Ford dans cette série en tant que mentor bourru. J'adore son rôle. Et Harrison Ford qui joue bien, parce que ça faisait longtemps qu'il jouait pas bien dans un truc. À part dans 1923, les dernières fois où je l'ai vu au cinéma, le dernier Indiana Jones en tête, et ben malheureusement il était un peu en pilotage automatique. Et là je l'ai trouvé très bon et très juste dans sa façon d'interpréter le personnage. En fait, il donnait le sentiment, je trouve, de s'éclater aussi à jouer ce rôle. Et il se répond très bien, ce Jimmy, du coup, Jimmy le héros et le personnage d'Harrison Ford, Paul. Je trouve qu'ils se répondent très bien, ils matchent très bien. Il y a ce côté mentor, un peu paternaliste, etc., qui fonctionne à merveille. Et ils ont rajouté un autre personnage, donc interprété par Jessica Williams, la troisième qui fait partie de ce cabinet, qui est beaucoup plus dans la légèreté. Beaucoup plus personnage plus moderne, plus volubile, plus frais, et ce trio fonctionne extrêmement bien. Et la saison 1, elle est très intimiste autour de ces trois personnages, autour de la souffrance de Jimmy et ses deux compères qui l'accompagnent. Et la saison 2 s'élargit beaucoup plus à un spectre de personnages que je vais pas citer, il n'y a pas d'intérêt, bien que j'ai un très gros coup de cœur pour le personnage de Derek. Mais voilà, on passe d'une série intimiste à une série qui s'étend beaucoup, un peu à la Friends, je dirais. Et en ça, je vais pas spoiler la saison 2, mais c'est une vraie réussite, une belle continuité. Et voilà, un casting en tout cas qui fait honneur à un casting 5 étoiles qui fait vraiment le job. Je suis en train de me dire que j'ai vu que la saison 1 en fait, j'ai pas vu la saison 2. Bah, il serait temps que tu corriges cette erreur. Je vais rattraper ça, j'ai déjà pas mal de trucs à regarder en ce moment, mais je vais le mettre sur ma wishlist. Tu l'as regardé en VO ou en VF ? Je l'ai regardé en VF, et la VF est très bien. Donc je parlais de Bill Lawrence tout à l'heure, je suis obligé de faire le parallèle, donc c'est le co-créateur, avec Ted Lasso. La série Ted Lasso, donc c'est Bill Lawrence aussi qui a travaillé dessus, et ils ont annoncé une saison 4, et ce qui est une erreur, mais j'aime beaucoup Ted Lasso, mais elle avait une fin parfaite. J'adorais. Donc aucun intérêt à faire une saison 4. Voilà, là c'est du too much, je pense, après avoir a priori il ira gérer une équipe de football féminin. En tout cas, pour revenir à Shrinking, on retrouve vraiment ces codes de Ted Lasso. Si vous aimez la série Ted Lasso, vous aimerez forcément Shrinking. Fantastique parce série. qu'il y a ce mélange vraiment d'humour, d'émotion, comme je disais, le passage du rire aux larmes, c'est ce qu'il arrive à faire dans ces séries, Bill Lawrence, et je trouve qu'il le fait très bien parce que son écriture est ultra fine. C'est jamais too much, c'est jamais trop, c'est toujours hyper bien dosé, avec des dialogues, il y a que des dialogues, il y a pas d'action là-dedans, mais c'est ultra percutant, et les interactions avec les personnages, là aussi traduisent un vrai sentiment de vérité que l'on a dans Ted Lasso, que l'on a dans cette série, et qui façonne vraiment une identité. J'ai le sentiment vraiment profond quand on regarde du Ted Lasso, quand on regarde du Shrinking, on sait qu'on a mis les pieds dans quelque chose de différent, quelque chose d'écrit vraiment très subtilement, avec des personnages attachants. Ouais, et comme dans Ted Lasso, un certain optimisme
hyper contagieux que tu as tout le temps, mais parfois la vie qui te rattrape avec des vrais sujets, des sujets qu'on connaît tous, l'amour, le deuil, etc. Et ben un peu comme je l'ai dit pour Bref 2, même si les séries sont très différentes pour le coup, mais on a une série qui nous parle, une série qui est vraie. Et en ce sens, là où j'ai trouvé ça très malin, c'est de faire jouer des psychothérapeutes. Ça change. Ça change vraiment. Et en plus, de rentrer dans la psyché des personnages, c'est cohérent en fait, puisque Oui, on voit un autre paradigme. Ouais, en fait. Et quand ils font des analyses sur les personnages, sur machin, qu'ils partagent avec nous, on assiste à des vraies séances de psychothérapie du coup des personnages secondaires. En fait, tout ça paraît extrêmement vrai, même si c'est développé, mais c'est développé parce qu'on suit des psys et ça donne une vraie consistance, ça donne une série vraiment authentique. Tu vois, j'ai pas d'autre mot que authentique. Quand on les observe, on est acteur avec eux. Le spectateur est, je trouve, vraiment très très intégré. Et du coup, en faisant ça, on vit en même temps les cicatrices des personnages, on vit leurs moments de doute, leurs moments de faiblesse. C'est des personnages qui ont des vraies peines, qui ont des vrais moments de douleur. Et quand t'es passé par tout ce jeu d'humour, d'analyse des personnages, quand tu fais partie de leur quotidien, en fait, l'émotion que tu as, elle est sincère, tu vois. Elle est sincère en plus parce que les thèmes sont très universels. Et ouais, en fait, ça tire des larmes, ça fait rire et c'est jamais forcé, tu vois. Je trouve qu'il y a une vraie sincérité dans cette série et c'est ça qui marche, c'est ça qui a marché chez moi et c'est pour ça que j'aime autant du coup Shrinking. Surtout qu'en plus c'est tout à fait le genre d'écriture qui nous prouve qu'on peut très bien faire rire et faire pleurer à la fois sans que ce soit outrancier et sans désamorcer le drame derrière en fait. C'est vrai qu'on a beaucoup de films actuels où on va se retrouver avec des scènes assez dures, on peut se dire ah mince le personnage il est mort et tout. Et derrière ils font une vanne qui désamorce tout le truc en fait. Et là justement le dosage est très très compliqué et comme tu disais que Ted Lasso ou même sur la première saison que j'ai vue de celle-ci, c'est admirablement bien dosé et on s'attache forcément du coup parce que on partage un peu leur peine et leur joie. Ouais c'est ça. Et moi ce qui me bouleverse et ce qui m'impressionne, encore une fois je l'ai dit, je vais pas me répéter, ça a plus de sens, mais c'est la justesse. C'est jamais trop. Moi, c'est ça souvent que j'aime pas dans les séries humoristiques, c'est quand t'es dans le too much. Après, c'est un humour qui marche chez plein de gens et je critique pas du tout. Mais moi, j'aime quand c'est plus vraiment, c'est mieux dosé. Et en ça, je trouve que c'est jamais forcé. Je suis jamais forcé à rire, je suis jamais forcé à pleurer. C'est toujours dans le bon ton et bim, tu tombes dedans d'un naturel, tu vois, qui rend le truc vraiment authentique. Donc voilà. Je passe à la conclusion, je vais pas, ça sert à rien d'en dire davantage, je pense que je vous ai déjà dit que j'aimais énormément cette série. Donc en conclusion, Apple TV+ signe encore, et oui, si vous n'êtes pas abonné à cette plateforme, je suis pas un pro Apple, un petit peu quand même, mais bon, vraiment, la plateforme est de très grande qualité. Actuellement, Apple TV+, c'est quand même la plateforme pour moi qui fait les meilleures séries télé et films parce qu'ils ont vraiment un cahier des charges qui est très 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 poussé sur la qualité. C'est pour ça aussi que c'est les séries qui sont les plus primées en ce moment, c'est les séries Apple TV. Et c'est vrai qu'il y a peut-être moins de contenu, mais par contre, vous en avez pour votre argent. Ouais, totalement. Et après, je peux parler aussi du flux audio, du flux vidéo qui est d'ultra bonne qualité. L'applique est parfaite. En tout cas, bon, en revenant sur la série, je suis pas en train de vous vendre Apple TV+, mais une comédie dramatique d'une justesse vraiment rare à mon sens, donc je fais une double reco, Ted Lasso, Shrinking, regardez les deux, c'est audacieux et c'est en même temps très humain, c'est jamais forcé comme je l'ai dit, j'ai fini la saison le cœur serré, pas forcément parce que tout est triste, il y a beaucoup d'optimistes, mais parce que tu perds des potes, tu perds des gens avec qui tu t'es attaché et les séries qui font ça, c'est très rare, donc bravo, vraiment Shrinking, énorme coup de cœur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Imagine ma gueule après 15 saisons de Supernatural, j'avais l'impression de perdre de la famille, quoi. Tu m'étonnes. Que t'as des big up. Il y a eu Louis Gotto qui nous a mis 5 étoiles. Il y a Link Croft qui nous a mis 5 étoiles aussi, qui nous a découvert et il adore routine hebdomadaire, il aime bien le concept et aussi les sujets annexes, cinéma, littérature, etc. Il y a Guillaume et son fils, Guillaume le Geek et son fils qui nous a écrit un très long message, très gentil, plein de bienveillance aussi. Il avait noté, il a le Wi-Fi, il avait noté des petites choses que
en effet, on avait capté. Et aussi, j'ai plein de big ups sur Insta que je ferai plutôt la semaine prochaine parce que j'ai pas eu le temps de tout noter, mais vous avez été très nombreux à nous écrire et bah ça fait grand plaisir. Ça fait plaisir, c'est vrai, je reçois, Sid m'envoie à chaque fois tous les messages et je les lis soit en pause au travail ou même quand je suis à la maison, et ça touche beaucoup. En tout cas, ceux d'aujourd'hui étaient très sympas aussi, donc merci à vous. Ainsi se termine l'émission. C'est quoi ton test de la semaine prochaine ? C'est Gollum. Et c'est pas une vanne. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, il existe encore. Alors moi, je ne me souviens plus de quoi je vais parler, mais en tout cas, c'est noté. Ouais, Gollum, en fait, aux recommandations auditeurs, j'ai pris des engagements vis-à-vis d'auditeurs, donc voilà, je respecte le truc, mais bon, on va pas parler que de Gollum parce que sinon ce serait grave ennuyeux. Et toi, Kira, c'était Transformers One, non ? T'avais mis, je crois. Ah oui, voilà, c'est un truc trop bien, c'est Transformers One, justement. Ça tombe très bien, j'ai hâte d'en parler de celui-ci. Voilà, on va vous envoyer du rêve la semaine prochaine, faut être là. Moi, en tout cas, ce fut un plaisir d'animer cette émission avec toi, comme toujours. Je te laisse le mot de la fin, donc allez, vas-y. Eh bien, écoutez, jouer à des jeux vidéo, Yakuza, du coup, un très bonne pioche, et pas Gollum, je suis en train de spoiler la chronique de la semaine prochaine. Très mauvaise proche. Lisez des livres, regardez des films, regardez s'il vous plaît Shrinking, vraiment, vous perdrez pas votre temps. Allez au cinéma. Jouez à Split Fiction, tout à fait. Écoutez de la musique aussi, des BO de jeux vidéo, par exemple, sur Nintendo Music. J'écoute Baldur's Gate 3 dans ma voiture. Excellente BO, j'aime beaucoup. Et surtout, prenez soin de vous, prenez du plaisir, prenez soin de vos proches. Et merci pour votre soutien. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao.